20 ans plus tard, il faut faire le point. Et le point, c'est à Paris, en 2015. C'est la COP 21. Donc là, le temps a passé, hein, on était à la COP 3 à Kyoto, à Paris, on est à la COP 21. Et cette fois, un nouvel accord est signé. C'est la deuxième grande étape de l'histoire des COP. C'est pour ça que la COP 21 à Paris a été historique, comme celle de Kyoto, bien plus que les autres qui, en fait, ont servi à préparer ces accords. Mais là, l'accord est signé en 2015 à Paris, à l'occasion de la COP 21. C'est un engagement, cette fois-ci, bien sûr, à baisser les émissions de gaz à effet de serre, mais là, on ne donne même pas, on ne précise même pas la proportion dans laquelle on doit baisser. Simplement, les pays s'engagent à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre pour maintenir la hausse de température à seulement 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Quand on dit, évidemment, plus 2 degrés, c'est pas par rapport à aujourd'hui, c'est par rapport à l'époque où le climat, au fond, changeait peu ou ne changeait que avec des variations naturelles, donc par rapport à l'ère pré-industrielle. Je vous rappelle qu'on a déjà fait 1,2 degré depuis l'ère pré-industrielle, donc il ne nous reste plus que 0,8. Et on s'est fixé 2 degrés en 2100. Donc on a déjà fait 1,2 degré en 100 ans, il nous reste 80 ans pour faire 0,8. Il n'y a pas intérêt à ce que ça s'accélère. Or, on le sait, ça s'accélère. Et l'accord précise, si possible, 1,5 degré, parce qu'on sait bien que 2 degrés, ça risque d'être catastrophique. Donc 1,5 degré, c'est déjà vraiment problématique. Même aujourd'hui, on voit qu'1,2 degré, ça commence à poser de sérieux problèmes. Donc l'accord dit bien que l'objectif contraignant, c'est 2 degrés, mais l'objectif souhaitable, c'est 1,5 degré. Et là, la nouveauté de cet accord, c'est que tous les États s'engagent, y compris les pays pauvres. Alors, ils ne s'engagent pas à baisser leurs émissions de gaz à effet de serre dans les mêmes proportions que les pays riches. Au fond, il est dit dans l'accord qu'évidemment, chacun doit faire sa part au niveau où il est. Donc évidemment, les pays riches doivent faire plus d'efforts que les pays pauvres. Mais les pays pauvres doivent le faire aussi, parce que les pays pauvres aujourd'hui sont devenus des pays émergents. Alors justement, on va voir cette question, mais il y a l'idée d'une recherche d'équilibre entre les États, d'une certaine justice, et cet équilibre implique forcément des négociations, et ces négociations sont difficiles. On le sait, les États-Unis, qui sont quand même le deuxième émetteur de gaz à effet de serre depuis 2011, se retirent de cet accord en 2017. C'est l'une des grandes fiertés de Donald Trump qui est ouvertement climato-sceptique, et comme d'ailleurs aujourd'hui c'est la doctrine officielle du Parti républicain aux États-Unis, comme quoi alors, c'est pas clairement dit s'il nie la hausse des températures ou s'il nie la responsabilité anthropique. En tout cas, voilà, il refuse l'action contre le changement climatique. Et ils en font même quelque part une fierté. Lorsqu'il a signé le retrait des États-Unis de l'accord de Paris, Donald Trump a dit, alors il était à Pittsburgh quand il a fait ça, il a fait son discours à Pittsburgh, en Pennsylvanie, et il a dit, moi j'ai été élu pour défendre les citoyens de Pittsburgh et pas les citoyens de Paris. Donc Donald Trump considère que les problèmes de changement climatique concernent Paris et pas les États-Unis, apparemment. Bon, quand on voit ce qui s'est passé quelques temps plus tard avec les incendies et les inondations aux États-Unis, on se dit qu'il avait peut-être pas tout compris. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il va falloir s'y faire puisqu'il a de grandes chances de redevenir président des États-Unis, et cette fois-ci avec encore plus de conviction que lors de son premier mandat de 2017 à 2021. Le problème dans ces négociations et cette recherche d'équilibre entre les pays, eh bien c'est le problème des pays émergents. Bon, il y a le problème des États-Unis, mais bon, voilà, ça, on le sait. Il y a le problème des pays émergents. Les pays émergents sont devenus de très gros émetteurs de gaz à effet de serre, parce que le principe de l'émergence, c'est une forte croissance économique. Donc ces pays qui étaient très pauvres au moment des accords de Kyoto ne sont pas encore des pays riches, mais sont des pays qui maintenant ont un niveau de production économique très important, et donc nécessairement de production de gaz à effet de serre, puisque je vous rappelle qu'on n'a toujours pas réussi à découpler la croissance économique et la production de gaz à effet de serre. La Chine, en 2011, est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre.
Et aujourd'hui, la Chine produit 2 fois plus de gaz à effet de serre que les États-Unis. Alors on va dire c'est normal, ils sont 4 fois plus nombreux. Oui, bien sûr, mais s'ils produisent 4 fois plus de gaz à effet de serre que les États-Unis, pour le moment ils ne sont qu'à 2 fois plus, ça risque de devenir catastrophique parce que la planète ne peut évidemment pas se le permettre. Donc il faut que la Chine ralentisse sa croissance de production de gaz à effet de serre, mais il faut que les États-Unis baissent la leur. Et puis pas seulement, il faut que tous les pays le fassent. Et là, on ne peut évidemment pas dire « Ah, nous, on n'est pas concernés, on ne produit que 1% des gaz à effet de serre. » C'est à peu près le niveau de la France, en fait plutôt à 1,6%, parce qu'il faut prendre en compte les émissions importées, parce que beaucoup de produits qu'on importe en France, qu'on consomme, ont été produits à l'étranger. Donc, si on compte pas les gaz à effet de serre que ça a émis, c'est pas très juste. En fait, la France est à un peu plus d'un 1,5% des gaz à effet de serre, mais voilà, si tous les pays qui sont à 1 ou 1,5% disent qu'ils ne sont pas concernés, ben, personne ne sera concerné, à part peut-être la Chine, les États-Unis, l'Inde qui est le 3e producteur. Mais si on prend l'Union européenne c'est 9%, là ça commence à faire plus. Et puis si on prend les États-Unis, on pourrait diviser les États-Unis en 50 États, et puis se dire, tiens, chaque État produit moins de 1%. Hein. La Californie fait à peu près 1% des gaz à effet de serre mondiaux, donc la Californie pourrait dire, je ne fais rien, le Texas non plus, l'État de New York non plus, la Floride non plus, et ainsi de suite, et comme ça, personne ne ferait rien. Donc, il faut que tout le monde fasse sa part, et justement, y compris les pays émergents. Et la question qui se pose pour les pays émergents, c'est quand faudra-t-il qu'ils admettent de ralentir leur développement économique? La réponse des pays émergents, c'est de dire, écoutez, tant qu'on n'a pas rattrapé les pays développés, il serait normal qu'on nous laisse connaître notre croissance économique, puisque les pays développés l'ont fait par le passé. Et donc, il est assez difficile aujourd'hui de trouver une solution qui soit à la fois juste et pertinente. Il faut réussir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il ne faut pas non plus entraver le développement économique des pays émergents. Là, on est face à une véritable difficulté, et c'est pour ça que la notion de développement durable et que le dépassement entre de l'opposition, de la contradiction entre développement économique et la protection de l'environnement est véritablement une nécessité. Il faut trouver des solutions, peut-être la croissance verte, mais enfin la croissance verte, on n'a pas encore réussi à l'inventer. Le deuxième problème, c'est celui de la souveraineté nationale. Parce que là, chaque État a signé, donc un engagement d'un État, c'est vrai que ça veut dire quelque chose, mais enfin, si un État ne respecte pas ses engagements, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, rien. Et c'est vrai que l'engagement, on dit qu'il est contraignant, mais aucun moyen n'est défini pour rendre effective cette contrainte. Donc l'accord, en fait, il est contraignant sur le papier seulement. Et quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, l'évolution des émissions de gaz à effet de serre du monde, donc on voit la Chine qui a très fortement augmenté, les États-Unis, c'est à peu près stable, ça a tendance à baisser légèrement. Voilà, l'Inde, alors là, ça augmente évidemment très fort. L'Union européenne, on est relativement stable avec une légère baisse. Et bien sûr, vous voyez qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une baisse, mais là, c'est le Covid. Mais on voit qu'en 2021, on a rattrapé et même on a repris la croissance. Donc, il y a une progression très nette. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est où est l'efficacité de l'accord de Paris? L'accord de Paris, c'était en 2015, et si on regarde entre 2000 et 2010, on voit que la baisse ne s'est pas produite. Or, il va bien falloir la faire. Alors, le choix qu'on a fait en France, c'est de repousser. La France a réussi la France devait baisser de 65% ses émissions de gaz à effet de serre. Elle a réussi à les baisser de 19% pour le moment en une dizaine d'années. Et donc on a dit d'ici 2030, c'est en 2030 qu'on doit avoir baissé de 65%. D'ici 2030, il nous reste 55% à faire. Ouais, 2030, c'est dans 6 ans. Donc 55%, ça va forcément être difficile, mais voilà, si on ne le fait pas tout de suite, il faudra le faire après, et ça sera de plus en plus difficile parce que les échéances, elles, ne peuvent pas être reculées. Il va bien falloir, à un moment,
atteindre cet objectif, sinon le climat, lui, ne nous attendra pas. Alors, on se rend compte que l'action doit se faire à l'échelle internationale, elle se fait à l'échelle internationale, mais elle est extrêmement insuffisante. Et face à cette insuffisance, eh bien, d'autres se disent que l'écologie politique, on peut peut-être la faire vivre d'une autre façon. C'est au plus près du terrain. Alors, je passe sur les gestes éco-citoyens, éteindre la lumière, fermer le robinet, oui, bien sûr. Mais ça joue un rôle essentiellement symbolique. L'action à l'échelle du terrain, c'est à l'échelle de collectivités locales. Et l'exemple a été donné par exemple en 2017, lorsque Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris. Eh bien, vous avez quantité de villes aux États-Unis qu'on voit sur cette carte qui ont annoncé qu'elles s'engageaient à mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc, contre l'avis de Donald Trump, ces villes, dans les limites de leur commune, hein, puisque c'est à ce niveau-là qu'elles ont le pouvoir, ces collectivités locales s'engageaient à mettre en œuvre l'accord de Paris et entreprenaient une action nécessaire. Et c'est le cas d'une ville, la ville symbole aux États-Unis de ce travail, c'est la ville de San Francisco, en Californie, qui est une ville pionnière, notamment dans le traitement des déchets, par exemple. San Francisco a réussi à très nettement diminuer la quantité de déchets, et les déchets, ça fait partie de ce qui émet des gaz à effet de serre. Donc, il y a tout un travail qui est fait au niveau local. Puisqu'on n'y arrive pas au niveau mondial ou au niveau national, eh bien, on essaye, on commence au niveau local pour faire des choses véritablement concrètes et pas des grandes décisions, des grands principes que derrière qui sont tellement vagues que derrière on n'appliquera pas. Il y a un personnage qui est particulièrement actif dans ce domaine, voilà, c'est Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, un acteur des années 80-90, enfin, qui a refait des films plus récemment d'ailleurs, un culturiste à l'origine, enfin, qui était un peu le symbole de cette Amérique musclée, cette Amérique violente, cette Amérique virile, qui a été élu gouverneur de Californie en 2003. On s'est un peu demandé, d'ailleurs, il était au Parti républicain, hein, qui est le parti de Donald Trump aujourd'hui, on s'est un peu demandé si ça n'allait pas être n'importe quoi, et en fait, il s'est avéré être un gouverneur particulièrement soucieux de la question du climat, et c'est pour ça qu'il s'est fait photographier quelques années plus tard, après être sorti de charge avec Greta Thunberg. Arnold Schwarzenegger a contribué à la sensibilisation et a contribué aussi à entreprendre des politiques écologiques en Californie, où vous voyez qu'il y a pas mal de villes qui se sont engagées, et pas des petites villes, hein, San Francisco étant le symbole, qui se sont engagées en ce sens. Plus largement, à l'échelle mondiale, il y a un mouvement qui mérite d'être suivi, c'est le mouvement des villes en transition, qui a été lancé par Rob Hopkins, qui est un Britannique, et il a initié un mouvement où toutes les villes qui le souhaitent s'engagent à un certain nombre d'actions pour justement entrer dans ce qu'on appelle une transition, donc une transition vers une autre société plus écologique. Alors ça, c'est un très beau mot qu'on aime beaucoup quand on parle de transition écologique. La transition, ça suppose une véritable planification, parce que entrer en transition, ça veut dire qu'on se dirige vers un objectif, vers une finalité. Et cette finalité, il faut l'avoir en vue, et il faut définir le chemin qu'on va suivre pour cette transition, donc ça suppose une planification écologique. Et l'idée des villes en transition, c'est de dire, bon, on n'y arrive pas à l'échelle d'un État, faisons-le à l'échelle d'une ville, puisque les villes, c'est quand même aujourd'hui une grande partie de la population, hein. Le monde a connu sa transition urbaine, et depuis 2005, on a plus de 50% de la population du monde qui vit en ville, donc, et c'est dans les villes qu'on consomme le plus. Donc les villes pourraient s'engager justement en ce sens. Ça veut dire qu'il faut inventer, au fond, la transition écologique. Il faut mesurer quand même le défi que ça représente, parce que la transition écologique, c'est une chose qui n'a jamais existé. En fait, ça c'est les travaux de l'historien Jean-Baptiste Fressoz qui le montrent, on a changé d'énergie dominante. Il y a eu le bois, il y a eu ensuite le charbon, puis le pétrole, puis le nucléaire, puis les énergies renouvelables, mais au fond, il n'y a jamais eu vraiment de transition, parce que toutes les nouvelles énergies
se sont ajoutées aux anciennes. Et la consommation de bois n'a pas diminué quand on s'est mis à consommer du charbon, la consommation de charbon n'a pas diminué quand on s'est mis à consommer du pétrole, etc. Ce qui fait que on n'a jamais connu de transition, ça reste quelque chose à inventer, une transition. Une transition, ça veut dire sortir d'un système et rentrer dans un autre, sortir d'un paradigme et inventer, construire un nouveau paradigme. Jusqu'ici, au fond, on est resté dans le même paradigme, dans le paradigme industriel, et on n'a fait qu'ajouter des plus, alors des plus qui peuvent être très pertinents, hein, comme les énergies renouvelables, c'est évidemment une très bonne chose, mais ce plus n'a pas remplacé les énergies qui existaient déjà. Donc, de la même façon, si on souhaite faire une transition, eh bien, c'est quelque chose qui est encore à inventer. Donc c'est un défi qui se joue à l'échelle internationale et qui est évidemment quelque chose d'inédit et qui représente un véritable défi pour l'humanité.